Kenichi Hamada est un homme d'âge moyen et peu attrayant qui se retrouve transporté dans un autre monde avec rien d'autre qu'une compétence spéciale qui lui donne accès à un site de shopping médiocre. Tout commence lorsque Kenichi navigue sur le site de shopping Shangri-La sur sa tablette. Soudainement, il est tiré dans une forêt inconnue et la tablette disparaît de ses mains. Perplexe, Kenichi inspecte ses environs et réalise lentement qu'il a été transporté dans un autre monde. Pour confirmer ses soupçons, il ouvre le menu de statut, s'attendant à voir les options habituelles dans un monde de type jeu. Cependant, il ne trouve que 3 choix: Shangri-La, son site de shopping familier, une boîte d'objets et une poubelle. Curieux, il clique sur le bouton Shangri-La. Une autre interface apparaît, lui montrant le site de shopping en ligne qu'il utilise toujours. Sans se poser de questions sur la raison pour laquelle il a cette capacité ou son objectif, Kenichi passe à l'étape suivante et clique sur la boîte d'objets. La boîte lui indique de placer un objet à l'intérieur, alors il prend un brin d'herbe et le jette dedans. À sa grande surprise, la boîte d'objets non seulement stocke des objets, mais sépare également les matériaux à l'intérieur. Par exemple, elle sépare les mottes de terre de l'herbe. Kenichi récupère les mottes de terre et les place dans la poubelle. Se sentant affamé, il parcourt le site de shopping pour acheter du pain et du lait, mais il constate qu'il n'a pas assez de fonds pour effectuer l'achat. Cependant, il dispose d'une autre méthode spéciale. Il peut échanger des objets de son inventaire contre de l'argent. Par chance, un squelette entièrement équipé se trouve à proximité. Kenichi échange l'épée transperçant le squelette et une pierre précieuse qu'il trouve dans le butin contre environ 600 $, suffisamment pour acheter une miche de pain et 3 bouteilles de lait. Après avoir rempli son estomac, Kenichi enterre le soldat décédé par respect pour lui avoir sauvé la vie et prie pour la paix de son âme dans l'au-delà. Il dépense ensuite 100 $ pour acheter un VTT et prend la route, espérant trouver son chemin hors de la forêt avant la tombée de la nuit. Ne trouvant aucun signe de vie, Kenichi suppose qu'il a dû apparaître profondément dans la forêt et décide de monter un camp. Il achète un réchaud portable et d'autres essentiels de cuisine pour le dîner sur le site de shopping. Malheureusement pour cet homme d'âge moyen, l'odeur délicieuse du curry attire des monstres à proximité, qui commencent à s'approcher lentement de lui avec un regard de pure soif de sang. Kenichi se tourne de nouveau vers le site de shopping et commence frénétiquement à chercher une arme. Il trouve un arc, mais n'en ayant jamais utilisé, il passe son chemin et se résout à utiliser des feux d'artifice à la place. Il lance les feux d'artifice sur les monstres, s'attendant à ce qu'ils aient peur et s'enfuit. Cependant, ces monstres ne sont pas des chiens errants. Ils sont plus intéressés par leur nouvelle proie naïve. Le temps pressant, Kenichi achète une fronde et, à sa grande surprise, les comètes qu'il tire sont suffisamment puissantes pour infliger des dégâts sérieux aux monstres, les éliminant efficacement un par un. Après avoir vaincu suffisamment de monstres, Kenichi range rapidement tous ses objets dans la boîte d'objets et prend la fuite sur son VTT. Le matin suivant, Kenichi se réveille pour se retrouver allongé au milieu de nulle part et réalise qu'il a dû être épuisé à un moment donné et s'est endormi sans le vouloir. En inspectant ses environs, il remarque qu'il n'y a plus d'arbres devant lui et se rend compte qu'il a peut-être atteint le bord de la forêt. Pour confirmer sa position, il achète une échelle et des jumelles sur le site de shopping, utilisant l'échelle pour grimper à un terrain plus élevé. Il utilise ensuite les jumelles pour observer la distance, découvrant qu'il a atteint la périphérie d'une ville. Il marche avec empressement vers la ville quand, soudainement, un marchand nommé Fuyu manque de le renverser avec son char. Fuyu s'excuse et offre à Kenichi de le conduire à la ville de Dahlia. Voyant Kenichi hésiter, Fuyu le rassure en lui assurant qu'il ne lui demandera pas d'argent pour le trajet. Kenichi accepte l'offre et monte dans le char, remarquant une femme à l'intérieur. Fuyu la présente comme une barde voyageuse et une passagère. En voyant la tenue peu conventionnelle de Kenichi, Fuyu suppose qu'il n'est pas d'ici et lui demande pourquoi il se dirige vers Dahlia. Kenichi répond qu'il a l'intention de faire des affaires là-bas, ce qui intrigue Fuyu, puisque Kenichi est complètement sans ressources. Curieux, Fuyu demande à Kenichi s'il possède une boîte d'objets,
Osea ou Kenichi ne saurait pas ce que c'est. La femme fait la démonstration en faisant apparaître magiquement une guitare de nulle part, révélant qu'il s'agit d'une boîte d'objets. Kenichi feint la surprise et, jouant le jeu, la barde commence alors à chanter une chanson, rendant le reste du voyage de Kenichi vers la ville encore plus magique. Après être arrivé à Dahlia, Kenichi aide Fuyu à décharger son inventaire et lui offre un sac de poivre noir en signe de gratitude pour le trajet. En apprenant que Kenichi a l'intention de faire des affaires dans la ville, Fuyu devient préoccupé et lui chuchote un avertissement. Vendre du poivre est dangereux, car un syndicat puissant contrôle le commerce des épices, malgré tout. Fuyu accepte le cadeau, mais insiste pour donner à Kenichi des pièces d'argent et de cuivre en échange, ne voulant pas l'accepter gratuitement. Après que Fuyu soit parti, Kenichi fait ses calculs et réalise que le poivre noir qu'il a acheté pour $6 sur le site de shopping était évalué à $600 ici. Cette révélation l'excite, car il reconnaît le potentiel de devenir extrêmement riche avec un minimum d'efforts en échangeant des biens entre les deux mondes. Kenichi se dirige vers une auberge locale pour trouver un endroit où séjourner et rencontre l'aubergiste, Azalea. Lors de la réservation d'une chambre, il apprend d'elle que s'il veut faire des affaires à Dahlia, il doit s'enregistrer comme marchand à la guilde des marchands, étant donné qu'il ne connaît pas la langue du pays. Il demande à Azalea de l'aider à écrire son nom, lui offrant en retour une boîte de bonbons étrangers. Elle accepte volontiers les bonbons et, en une seule nuit, lui enseigne les bases de la langue qu'il apprend rapidement car elle ressemble au japonais. En guise de remerciement, Kenichi dessine un portrait d'Azalea, ce qui l'impressionne. Flattée et bouleversée, Azalea décide de faire de cet homme au grand cœur son mari. Et cette nuit-là, elle prend les choses en main, exprimant ses sentiments physiquement, ne voulant pas attendre qu'il soit officiellement marié. Après avoir rencontré Azalea, Kenichi s'installe à l'auberge. Cette fille stupide a décidé de donner ses melons gratuitement. « Si tu regardes ça, je sais que tu en veux. » Le lendemain matin, Kenichi va s'inscrire à la guilde. On lui donne une feuille de papier à remplir à la réception. Une fois le formulaire rempli, il doit payer un jeton pour son inscription pendant que la réceptionniste scanne le document. Kenichi, quant à lui, est un pauvre type qui n'a pas les moyens de payer la somme nécessaire à son inscription. Il supplie donc la réceptionniste de le laisser payer en plusieurs fois. Sans trop de stress, la réceptionniste accepte la demande de Kenichi de payer en plusieurs fois et lui demande de patienter quelques secondes. Elle revient avec son identifiant de guilde, qui l'aide à s'identifier comme membre de la guilde et à l'afficher lors des transactions commerciales. Avec l'identifiant en main, Kenichi sort de la guilde et se dirige vers l'auberge. Sur le chemin du retour, il se promène dans le marché et achète un panier de fruits. Aelia est très excitée de le voir avec les fruits, en prenant un et exprimant à quel point elle les aime et combien ils sont délicieux. Elle le remercie de lui avoir apporté des fruits, puis lui demande s'il a pu s'inscrire à la guilde. Kenichi hoche la tête en signe d'affirmation et descend dans la partie intérieure de l'auberge. Aelia, quant à elle, part s'occuper d'autre chose lorsque son patron l'appelle. Kenichi examine son identifiant de guilde et finit par se coucher pour la nuit. Le matin suivant, il se réveille plus tôt qu'Aelia, qui le trouve en train de travailler le bois et les clous. Elle est surprise, car elle ne savait pas qu'il était doué en menuiserie. Elle loue encore plus ses compétences lorsqu'il lui montre les pinces à linge qu'il a créées, qui sont durables et attrayantes. Elle lui demande si elle peut en fabriquer pour elle-même et s'il prévoit de les vendre. Dans leur ville, ils utilisent des pinces à linge en plastique qui se cassent souvent ou se déforment. Ce stupide Kenichi n'a jamais pensé à les vendre, mais après avoir raisonné avec Aelia, il décide d'ouvrir immédiatement un magasin pour son entreprise de menuiserie. Le jour même, il se rend au marché et s'assure un emplacement pour vendre ses produits. Une fois sur place, le propriétaire du magasin à côté de lui se demande pourquoi il est venu les mains vides, jusqu'à ce que Kenichi invoque son kiosque à partir de sa boîte d'objets magiques. Il expose ses pinces à linge et d'autres articles à vendre, et il ne faut pas longtemps avant qu'un acheteur se présente.
Kenichi lui souhaite la bienvenue, vend les pinces à linge et ils échangent des plaisanteries et quelques informations. Ils continuent ainsi pendant un certain temps avec d'autres clients jusqu'au soir. Kenichi a alors faim et décide de manger. Quelques minutes plus tard, un autre acheteur se présente, mais celui-ci est différent. Il a un sabre à son côté et est habillé de façon très responsable, dégageant une aura de grande classe. Kenichi pense que cet homme pourrait avoir beaucoup à offrir. Le jeune homme prend un couteau qu'il trouve séduisant et en demande le prix. Il perd presque la tête lorsque Kenichi lui dit qu'il coûte 2 silvers. Cependant, après avoir réfléchi un moment, l'homme trouve que le prix est justifié. Il change alors d'avis et décide d'opter pour un couteau long. Kenichi ne possède pas de grand couteau, mais il offre au jeune homme quelque chose d'encore plus précieux et attirant, une épée très longue, tranchante et brillante. Les yeux du jeune homme s'illuminent d'excitation, mais sa joie disparaît rapidement lorsqu'il entend le prix. Il pousse un cri de terreur lorsque Kenichi lui annonce que l'épée vaut un or. Bien que l'épée semble très bonne et durable, le jeune homme a du mal à refuser. Alors qu'il réfléchit sérieusement à ce qu'il doit faire, ils sont interrompus à la boutique. Avant qu'il n'ait le temps de continuer la négociation, une belle jeune femme, qui vient d'une lignée de monstres de la ville, fait son apparition. Elle est à peine à 1 pouce du propriétaire de la boutique et on dirait qu'elle veut l'embrasser. On pourrait penser qu'elle veut échanger ses lèvres contre ses biens après avoir joué un petit numéro de théâtre. Pendant ce temps, les serviteurs, dont l'apparence ressemble à de véritables monstres, aperçoivent un des tapis que Kenichi a utilisé pour construire son kiosque. Initialement, il pense à le récupérer, mais il réfléchit à le vendre et à en construire un autre pour lui-même. Il accepte de le vendre, mais les monstres maladroits ont du mal à en calculer la valeur, leurs esprits lents rendant la tâche difficile. Les autres propriétaires de magasins calculent le montant total, paient Kenichi, et lui disent au revoir. Le jeune homme, qui avait observé les monstres, décide d'acheter l'épée longue pour un or. Il voit la sincérité et le professionnalisme dans les affaires et les produits de Kenichi. Ce soir-là, Kenichi retourne à l'auberge après avoir réalisé un bénéfice important, ayant réalisé de grosses ventes pour la journée. Il paie les journées qu'il a passées à l'auberge et met de l'argent de côté pour le paiement échelonné de son inscription. Plus tard dans la soirée, alors qu'il se plonge dans un bain, Kenichi se sent insatisfait et décide d'acheter un grand tambour. Il prévoit de le mettre sur le feu pour prendre un bain chaud avant de se coucher. Cet abruti déraisonnable aurait pu se contenter d'un simple bain, mais au lieu de cela, il dilapide son argent. Plus tard dans la nuit, alors que Kenichi réfléchit à tous ses exploits et aux nouveaux objets qu'il a récupérés, il est fier de lui. Il se demande pourquoi il a été téléporté dans un autre monde et réfléchit à la meilleure façon de s'y retrouver. Pendant ce temps, dans une forêt lointaine, une jeune fille nommée Anémone lutte pour sa survie. Elle souhaite vivre comme un humain et manger de la bonne nourriture. Alors qu'elle navigue dans la forêt, une voix l'appelle. Mais au lieu de répondre, elle s'enfonce dans la brousse. Le lendemain, Kenichi se réveille à nouveau tôt pour préparer son étal et poursuivre son plan. Tout comme lui, Hanama répète cette routine avec son tapis. Alors qu'il organise les colliers dans le magasin, il réfléchit qu'ils ne sont peut-être pas en quartz ou en diamant. Mais le zirconium et le verre taillé devraient tout de même être assez précieux dans ce monde, et il se dit qu'il serait agréable d'attirer l'attention d'une femme avec eux. Pendant ce temps, Hanama s'approche, et en voyant les accessoires bien rangés, elle commente que le commerçant a toujours de bons articles en stock et veut savoir qui est le fournisseur. Mais Kenichi sourit et répond que c'est un secret commercial. À ce moment-là, Margaret, la même servante qu'hier, s'approche de Kenichi à la recherche de 100 pinces à linge, ce qui impressionne le marchand. En calculant l'argent qu'il va gagner, il sépare les articles avec enthousiasme, tandis que Margaret jette un œil pour savoir quand le collier sera mis en vente. Elle lui demande si c'est du diamant, et Kenichi lui informe que c'est fait de verre poli. En réalité, c'est de la zirconia, mais le vendeur garde cela pour lui. Il dit que l'article coûte 6 petites pièces d'argent, et la femme est surprise par le prix bas et lui demande de le réserver pour elle.
Lorsque vient le moment de démonter son étal pour partir, Kenichi est abordé par les mêmes créatures qu'hier. Miley s'approche discrètement et sent des épices sur le commerçant. En entendant cela, les grands types supplient Kenichi de leur vendre des épices, bien que l'humain n'ait aucune idée de ce dont il parle. Hanama intervient et demande à la bête d'arrêter de faire des demandes déraisonnables aux nouveaux venus du marché, car il serait terrible s'il se retrouvait dans le viseur de Bekopa, le syndicat des épices. Avec cela, le trio de créatures se prosterne pour demander pardon, tandis que les habitants autour observent la scène et attendent un résultat, imaginant que le nouveau ne s'opposerait jamais à Bekopa, même si cela implique la seule nourriture des créatures. Ainsi, Kenichi comprend qu'il ne peut pas vendre d'épices, mais il se dit qu'il n'y a aucun problème à offrir de la nourriture préparée avec des assaisonnements. Il décidera donc de préparer de la nourriture, mais seulement cette fois, et ils devront manger près de la rivière, en périphérie de la ville. En entendant ces mots, la bête se lève joyeusement et Hanama demande à l'accompagner. Ne voulant pas perdre de temps, les créatures imposantes aident à démonter le stand du marchand en quelques secondes et l'emmènent à l'endroit mentionné. Une fois sur place, Kenichi demande à sa nouvelle amie de l'aider à couper des légumes, et elle lui demande si ceux sont vraiment des légumes à cause de leur couleur. Kenichi répond qu'ils viennent d'un pays étranger, mais qu'ils sont très savoureux. Pour diversifier le menu, les créatures attrapent quelques poissons et attendent impatiemment le repas. Lorsque la nourriture est enfin prête, ils s'excitent avec tout l'enthousiasme possible. Et lorsqu'ils goûtent ce type de nourriture préparée par un humain pour la première fois, ils en tombent follement amoureux dès la première bouchée. Hanama commente même qu'ils mangent avec des cuillères en argent, ressemblant à des nobles, mais Kenichi corrige dans son esprit qu'elles sont en acier inoxydable. Les créatures insistent sur le fait qu'une boisson accompagnerait bien ce dîner, et Hanama leur demande de faire preuve de retenue. Mais Kenichi est plus détendu et se souvient que tout le monde s'amuse. Alors, il achète une bouteille de chachou de 4 litres en ligne. La condition pour que les créatures obtiennent cette boisson est de ne rien dire à propos de ce repas, et tout le monde accepte facilement. Un peu plus tard, en discutant seul avec l'homme, son collègue commerçant lui demande s'il ne fait pas preuve de trop de générosité, mais il ne voit rien de mal à oublier la réalité de temps en temps. Miley s'approche et demande encore plus de boissons, et l'humain profite de l'occasion pour se présenter. De même, de droite à gauche, les créatures se présentent sous les noms de Miyakaro, Naimelo et Nyanji. Après cela, le quatuor de créatures se jette dans l'eau pour digérer avec maîtrise, et Kenichi leur lance une barre de savon pour qu'ils prennent un bain convenable. Après le bain, le marchand achète des lits et des couvertures chaudes pour que tout le monde puisse s'allonger sur l'herbe, et les créatures s'évanouissent sur place, tandis que Kenichi admire la mer d'étoiles qui enchante le ciel de sa beauté. Lorsque l'aube arrive à nouveau et que l'homme retourne à l'auberge, Azalea lui demande s'il est resté dehors toute la nuit, mais sans que cela ne l'inquiète, puisqu'il a payé pour la chambre. Ne voyant aucun problème avec l'intrusion, il lui dit qu'il a fait une promenade avec les créatures près de la rivière. Mais Azalea répond qu'il aurait pu rester avec elle plutôt qu'avec une bête femme. Kenichi rétorque qu'il n'y avait pas que des femmes là-bas, alors Azalea lui donne une claque sur les vêtements, et des cheveux de bête soyeux et brillants se détachent. Plus tard, alors qu'il commence à préparer son étal, l'homme se demande si Azalea a commencé à le détester à cause de cela, mais la vérité, c'est qu'il n'a pas besoin des femmes dans la vie paisible qu'il recherche. Au milieu de cela, Margaret conduit sa maîtresse au magasin de l'étranger, puis Primula s'approche et enchante Kenichi par sa beauté extraordinaire. Après avoir contrôlé ses sentiments, il lui demande si la cliente est venue acheter l'article qu'il avait mis de côté pour elle, et Margaret effectue le paiement avant de recevoir le collier et de le passer à sa maîtresse. Après avoir entendu que l'article était en verre, Primula regarde de plus près et demande si le vendeur est sûr qu'il ne s'agit pas d'un véritable diamant. Kenichi confirme qu'il s'agit bien de verre poli, mais pourtant, la femme souhaite jeter un œil à d'autres colliers au Kéas où il serait disponible. Rapidement,
Le propriétaire du magasin montre d'autres articles similaires et Primula est impressionnée de voir qu'il utilise une boîte à objets pour les stocker. Voyant tout cela, elle se présente formellement au commerçant et lui demande de rencontrer son père, le propriétaire de la Primula Mercantile Company. Anama précise que les Malos sont de grands commerçants à Dahlia et que le patron de l'entreprise est un homme au grand cœur, très apprécié. Écoutant attentivement, Kenichi voit cela comme une opportunité de nouer des liens avec une grande entreprise. Peu après avoir accepté la proposition, en chemin, il commente qu'il n'a jamais voyagé dans une carriole aussi élégante que celle-ci. Et Primula répond en riant que les nobles ont même des carrosses encore plus extravagants. Puis elle raconte qu'elle a engagé un artisan pour essayer de répliquer les pinces à linge que Kenichi vend. Mais le professionnel n'a pas réussi, car, selon lui, le métal des pinces semble simple, mais nécessite une technologie avancée pour être fabriqué. Sans tarder, ils arrivent à un manoir qui laisse l'homme bouche bée, bien que Primula insiste sur le fait qu'il est petit comparé à celui d'un noble. À l'intérieur, Primula se présente et félicite le visiteur pour sa courtoisie en faisant de même. Kenichi présente les articles qui ont captivé la fille du propriétaire. Et le chef de l'entreprise semble lui aussi être tombé amoureux de ces produits. Primula murmure quelque chose à l'oreille de son père, puis il demande à Kenichi s'il possède bien une boîte à objets. Le jeune commerçant confirme qu'il en a une, bien que petite, et l'homme plus âgé montre la sienne sur la table. Il a utilisé cette boîte pour faire de son entreprise ce qu'elle est aujourd'hui. À son tour, Kenichi partage qu'il utilise la sienne uniquement pour stocker des récoltes, ce qui provoque un rire lors de la conversation. À ce propos, le visiteur demande pourquoi il est là, alors Primula propose à Kenichi un poste en tant que fournisseur pour l'entreprise commerçante. Le visiteur se demande si le magnat pourra trouver le bon marché pour ces articles et les vendre avec encore plus de profit. Et Primula lui assure que c'est le CA. Dans ce cas, Kenichi demande s'il ne serait pas plus facile pour l'homme d'affaires d'acheter directement dans son magasin et de les revendre plus tard. Primula remarque que Kenichi pourrait ne pas aimer cela, et il avoue effectivement qu'il ne le ferait pas. De plus, Primula révèle qu'il existe une possibilité que des rivaux de l'entreprise fassent une meilleure offre, et sécuriser un contrat serait une manière de s'assurer que cela ne se produise pas. Au fait, l'homme d'affaires précise qu'il ne pourrait pas supporter qu'un concurrent signe un contrat exclusif avec Kenichi, car ce serait la chose la plus stupide qu'un commerçant puisse faire. De plus, l'un des secrets des grands profits de l'entreprise de Malo est de ne pas se laisser tromper par le profit immédiat devant soi. On pourrait manquer une opportunité d'affaires encore meilleure. Cela dit, Malo propose de partager les bénéfices à 50-50 et Kenichi serre la main du commerçant expérimenté. Avec cette poignée de main, le novice gagne des dizaines de milliers sur des articles qu'il aurait pu acheter pour 2 ou 3 000, ce qui signifie que l'accord est conclu. Après avoir signé le contrat exclusif, Kenichi gagne plus d'un demi-million de yens grâce au premier produit qu'il a fourni, comme le Cameo Brook. Une émeraude avec le brook que Primula elle-même a proposé, 10 pièces d'or pour une d'une valeur équivalente à 2 millions de yens, soit environ 77 000 reuets brésiliens. Ainsi, grâce à des accords comme celui-ci, le solde de Kenichi à Shangri-La avait déjà dépassé les 8 chiffres, alors il décide d'acheter une maison. Après tout, maintenant qu'il avait de l'argent, l'homme d'âge moyen pouvait commencer la vie paisible qu'il avait toujours voulu. Toujours avec cela en tête, il traverse les périphéries de la ville jusqu'à atteindre les zones forestières plus éloignées. À un moment donné dans la forêt, il décide qu'il y établira sa base. Cependant, lorsqu'il revient à l'auberge et trouve Azalea dans sa chambre, elle le met en garde en lui disant que la zone est très dangereuse. Kenichi reconnaît cela et soutient qu'il ne vivra pas trop loin des murs de la ville. Mais la jeune fille insiste sur le fait que son désir est étrange. Les jours suivants, malgré les avertissements de son ami, l'homme tond l'herbe sur le terrain où il va construire sa maison en utilisant une tondeuse moderne, également achetée au magasin de Shangri-La, bien sûr. Le problème, c'est qu'elle fonctionne avec du carburant, ce qui pose un problème. Pour résoudre cela, le commerçant achète de l'essence mélangée pour moteur à 2 temps, ce qui est assez cher. Après tout,
il n'y a pas beaucoup de choix à part ça, car ils ne vendent pas de carburant là-bas. Finalement, il construit une route menant à son terrain et, après cela, coupe des arbres avec une tronçonneuse et une hache. Cependant, après avoir terminé cette tâche, il essaie de stocker les énormes bûches dans sa boîte à objets, mais cela n'a pas été possible à cause de leur taille. Pour résoudre ce problème, il invoque la scie électrique et coupe les bûches en morceaux plus petits afin de pouvoir enfin tout stocker. Une fois cela fait, il découvre que le bois ne tient que s'il ne dépasse pas 10 mètres. Après cela, voyant que la nuit approche, l'homme décide de laisser le reste du travail pour demain. Lorsque le soleil se lève à nouveau, Kenichi reprend le travail pour construire sa maison. Seul avec une pelle, il creuse autour de la grande racine d'un arbre pour l'enlever du terrain où la maison serait construite. Cependant, en considérant qu'il lui reste encore beaucoup d'autres racines à déterrer et qu'il est déjà épuisé par la première, il jette l'éponge et achète une pelle mécanique. Le problème, c'est qu'il se rend vite compte qu'il a dépensé 1-2 millions de yens sur un coup de tête. Pour aggraver les choses, ce véhicule fonctionne au diesel, ce qui n'est pas vendu dans ce monde ni même à Shangri-La. Pour ne pas gâcher son investissement, l'homme achète du kérosène destiné au matériel de camping, mais avant de se débarrasser de l'excavatrice sur un coup de tête, il décide de la tester sur un générateur diesel pour éviter d'endommager le véhicule. Finalement, après tous ces tracas, il parvient à démarrer le générateur et célèbre son succès. Lorsque la nuit tombe, Kenichi prend un bain dans la rivière voisine, bien qu'il sache qu'il doit faire quelque chose contre les insectes avant qu'ils ne l'atteignent. À ce moment-là, l'homme se souvient qu'Azalea lui a recommandé une pierre répulsive contre les insectes vendus au magasin d'outils près du marché. Lorsque le matin arrive, Kenichi se rend là-bas et est accueilli par un vieil homme qui, selon le commerçant lui-même, ressemble beaucoup à un magicien. Alors que le vendeur commente qu'il n'a jamais vu Kenichi dans C&S Contrées auparavant, il lui explique qu'il vient de l'extérieur. Et le vieil homme montre un intérêt pour l'achat de produits intéressants en provenance de terres étrangères. Kenichi demande si le magasin possède des pierres anti-insectes. Le vendeur lui tend la main et l'informe qu'elle coûte 3 pièces d'argent, un prix que l'acheteur trouve trop élevé. Pour négocier, il offre 2 oranges, et le vendeur réduit le prix à 2 pièces d'argent en incluant les fruits dans le marché. Après avoir acheté la pierre, Kenichi installe sa tente et apprend de Manama que le vieil homme est une encyclopédie vivante sur Dahlia. Cela dit, l'homme remarque un avis de recherche sur le mur. Le criminel représenté est Chaga, le chef des bandits de la région. Pendant ce temps, au fin fond de la forêt, un homme vend la petite fille aux cheveux bleus, qui est placée dans un carrosse rempli de filles. Cependant, le carrosse est attaqué par la bande de Chaga en cours de route. Pour en revenir au protagoniste, il s'amuse avec son nouveau jouet à moteur diesel, arrachant toutes les racines au milieu de son intrigue. Malgré l'effort, tout cela n'est que le fruit de son rêve d'une vie paisible dans ce monde, bien que son bilan après l'achat de l'excavatrice soit plutôt triste. Un peu plus tard, Kenichi rencontre à nouveau Malo et Primulette dans l'espoir de leur vendre du sel et du sucre pour en tirer un bon profit. Malo teste le sucre et est satisfait de sa qualité, mais il ne peut pas l'acheter à Kenichi. L'État se réserve tous les droits sur le sucre et le sel, et Malo aurait donc des ennuis s'il les achetait auprès d'une source non autorisée. Cependant, le bon côté des choses, c'est que les bijoux que Kenichi lui a vendus auparavant se vendent comme des petits pains, et Malo aimerait bien en acheter d'autres immédiatement. Les bijoux supplémentaires que Kenichi vient de vendre lui ont rapporté 15 pièces d'or, soit environ 3 millions de yens. Il a donc maintenant assez d'argent pour acheter la cabane qu'il a trouvée dans son magasin. Pièces d'or, soit environ 3 millions de yens. Il a donc maintenant assez d'argent pour acheter la cabane qu'il a trouvée dans son magasin. Honnêtement, vous n'arrivez toujours pas à croire qu'il y a une cabane entière à vendre dans son magasin. Et ce, pour seulement 7 millions de yens. C'est presque trop beau pour être vrai, mais Kenichi ne veut pas rater l'occasion et achète la cabane. Malheureusement, la cabane doit provenir d'IKEA, car lorsqu'il l'achète, il se retrouve enseveli sous une pile de planches de bois et des instructions qu'il ne sait pas comment suivre.
Il prend le temps de lire les instructions manuellement et, comme il le craignait, l'assemblage de cette chose va être une véritable galère. Mais comme il a déjà payé, il n'a pas d'autre choix que d'en finir. Alors que Kenichi commence à construire, les Beast Folk de tout à l'heure passent par là. Et en signe de gratitude, il décide d'aider Kenichi dans sa construction. Plusieurs semaines passent, et grâce à l'aide du Beast Folk, Kenichi a pu faire des progrès réguliers sur sa cabane tout en gardant son échoppe ouverte, et après un peu moins d'1 mois de travail, la construction de la cabane est enfin achevée. Il n'aurait pas pu faire tout cela en si peu de temps sans l'aide des Beast Folk. Et pour les remercier, il organise une belle fête autour d'un barbecue. Cependant, même si la cabane est enfin terminée, il reste encore une tonne de choses que Kenichi doit faire par lui-même, comme peindre les murs et le toit et produire de l'électricité. Il lui a fallu 1 mois de plus pour s'occuper de toutes ses affaires, mais une fois que tout a été fait, la maison de Kenichi est complètement autosuffisante. Il a construit une clôture autour de sa maison et de sa ferme. Pour l'électricité, il a installé quelques panneaux solaires. Maintenant qu'il a enfin terminé de construire la maison de S.A. Rêve, la première chose que fait Kenichi pour fêter l'événement est de prendre un bon bain chaud. Cependant, il doit encore trouver un moyen d'avoir de la plomberie à l'intérieur, car il a dû faire plusieurs voyages à vélo pour remplir cette baignoire. Le lendemain matin, Kenichi retourne à l'auberge pour annoncer à Azalea qu'il a enfin terminé sa cabane dans la forêt et qu'il ne restera donc plus à l'auberge. Azalea est un peu surprise, car elle ne pensait pas que Kenichi était sérieux quand il a dit qu'il voulait construire une maison dans la forêt, mais elle est aussi heureuse qu'il ait pu atteindre l'un de ses objectifs, même si cela signifie qu'elle ne pourra plus le voir aussi souvent. Le lendemain, Kenichi se réveille dans sa cabane, et comme le temps est magnifique, il décide de sortir et de prendre quelques photos des fleurs locales, mais sa petite balade est interrompue lorsqu'il manque de se faire tirer dessus par une flèche. Kenichi est tellement surpris qu'il tombe de son vélo, mais d'autres flèches sont tirées sur lui, et il se met à l'abri derrière un arbre. Ceux qui tirent les flèches semblent être de nouvelles bêtes qui vivent dans la forêt, et pour leur défense, ils étaient là pour chasser, donc ils l'ont instinctivement attaqué. Mais même après avoir réalisé que Kenichi est l'humain qui a construit une maison dans cette forêt, il s'en fiche et décide de le tuer quand même. Kenichi n'a aucune idée de la raison pour laquelle ces bêtes l'attaquent, mais il n'a pas l'intention de rester les bras croisés et de les laisser faire ce qu'ils veulent, alors il fouille dans son inventaire et sort sa fronde pour riposter. Les bêtes sont un peu effrayées, car elles ne s'attendaient pas à ce que le faible humain se défende. Et elles commencent à réévaluer leur choix lorsque Kenichi leur lance des feux d'artifice et sort sa pelleteuse. Le peuple des bêtes n'a pas l'intention d'attendre de voir ce que cette chose peut faire. Alors, ils s'enfuient tous, et Kenichi se demande ce qui s'est passé. Mais juste à ce moment-là, il remarque un animal blessé qui crie de douleur au pied de l'arbre. Il a reçu une balle dans la patte et ne tiendra probablement pas longtemps si Kenichi ne fait pas quelque chose rapidement. Il s'approche du chat, mais celui-ci ne lui fait pas confiance et grogne lorsqu'il s'approche de lui. Kenichi ne veut pas se faire mordre. Alors il dépense un peu d'argent pour acheter une armure rembourrée au CAS où le chat essaierait de le mordre. Mais alors qu'il s'apprête à retirer la flèche, le chat se défend à peine. Il doit donc être à bout d'énergie. Il achète donc une bouteille d'alcool pour désinfecter la plaie, puis applique une crème antibiotique. Les blessures du chat ont été soignées, mais il n'y a toujours aucune garantie qu'il survivra à l'air libre, alors Kenichi décide de le ramener chez lui. Il installe une couverture pour que le chat puisse se reposer, mais il n'a toujours pas bougé d'un poil depuis qu'il l'a soigné, et il commence à s'inquiéter. Il n'a pas vu de vétérinaire depuis qu'il est arrivé dans cette ville, mais il y a peut-être une sorte de magie de guérison qu'il peut utiliser. Alors il va demander au sorcier ce qu'il en estimate. Le sorcier écoute l'histoire de Kenichi et se rend compte qu'il a dû trouver un lynx, mais il ne comprend pas pourquoi Kenichi voudrait prendre la peine de le soigner, puisqu'il pourrait facilement le tuer et vendre sa fourrure pour en tirer un bon profit. Le sorcier n'étant pas d'une grande aide, Kenichi retourne à l'extérieur, et comme il passe par là, Mail saute sur lui et commence à renifler autour de lui. Elle sent l'odeur d'un lynx sur lui, et son peuple considère les lynx comme des messagers de Dieu.
Alors elle est très excitée et veut le voir de ses propres yeux. Elle suit Kenichi jusqu'à sa maison et dès qu'elle voit le lynx, elle peut déjà dire que sa blessure a été causée par le peuple des bêtes à chiens, alors elle couine pour leur faire payer. Pendant ce temps, le lynx semble aller un peu mieux, mais il continue d'essayer de lécher sa blessure, si bien que Kenichi est obligé de lui coller un cône sur la tête. Mail est impressionnée par les compétences de Kenichi en matière de soins de santé. Elle lui demande s'il est médecin, mais il lui répond qu'il sait juste prodiguer les premiers soins. Mail veut remercier Kenichi d'avoir sauvé le lynx roux, alors elle sort et chasse rapidement pour donner à Kenichi de la viande d'oiseau. Et une fois qu'elle a ramené sa prise, Kenichi la fait pousser pour leur dîner. Après le repas, Mail est épuisée et demande à Kenichi de la laisser passer la nuit ici. Kenichi lui demande si elle peut abandonner son travail et passer la nuit ici, mais elle s'inquiète plus du lynx roux que de son travail pour l'instant. Kenichi accepte de la laisser passer la nuit, mais il n'a qu'un seul lit. Alors Mail suggère qu'ils dorment ensemble et Mail se retrouve sur Kenichi plus tard dans la nuit. Quelques jours plus tard, le chat semble aller beaucoup mieux. Alors Kenichi décide de commencer à travailler sur sa ferme, mais même s'il peut acheter les semis et les outils pour sa ferme, il doit toujours penser à la situation de l'eau, car devoir courir jusqu'à la rivière chaque fois qu'il veut arroser ses cultures serait une véritable plaie. La première chose qui lui vient à l'esprit est de construire un puits avec une pompe, mais ce sera pour demain, car il est trop fatigué pour le faire aujourd'hui. Il va se coucher et, le lendemain matin, il se réveille avec la sensation du lynx qui lui a sauté sur l'estomac. Même si cela lui fait mal, il est heureux de voir que le lynx est plein d'énergie. Alors il lui enlève son cône et le relâche dans la nature pour qu'il vive sa vie. Pour en revenir à l'affaire du puits, Kenichi décide de prendre quelques jours de congé pour s'occuper de son étable afin de pouvoir y travailler. Il perce un trou dans le sol et installe une pompe électrique afin d'avoir accès à de l'eau fraîche quand il en a besoin. Pour fêter cela, il commence à remplir son bain pour faire trempette. Mais tout à coup, il entend Primula l'appeler. Il est surpris de la voir ici. Alors Primula lui explique qu'il n'a pas ouvert son magasin aujourd'hui, qu'elle s'est un peu inquiétée et qu'elle lui a légèrement parlé de sa cabane en rondin et qu'elle a donc décidé de lui rendre visite. Elle est impressionnée par le fait que Kenichi ait pu construire tout cela tout seul, mais elle remarque alors la pelleteuse géante à côté de sa maison et elle lui demande. Ce qu'il en estime à Ted, Kenichi ne veut pas avoir à expliquer le fonctionnement de cette chose. Alors il dit qu'il s'agit d'un familier invoqué pour rester simple. Primula le croit totalement, mais maintenant elle pense que Kenichi peut faire de la magie. Alors il lui demande de garder le secret quand elle rentrera chez elle. D'ailleurs, à cette heure-ci, les portes de la ville ont dû être fermées et Primula ne pourra plus rentrer chez elle. Primula le savait déjà. C'est pourquoi elle a l'intention de passer la nuit avec Kenichi. Et même lorsque ce dernier l'avertit qu'il n'a qu'un seul lit, elle insiste pour dire que c'est bon. À ce moment-là, elle remarque le tonneau derrière lui et demande à quoi il sert. Kenichi lui explique qu'il s'agit d'un bain chaud, ce qui enthousiasme Primula qui demande à l'essayer. À la tombée de la nuit, Kenichi a réchauffé le bain et Primula y entre. Elle adore la sensation de chaleur, mais le fait qu'elle se trouve au milieu des bois la rend un peu mal à l'aise et elle commence à appeler Kenichi. Kenichi lui dit qu'il est assis de l'autre côté du mur, mais Primula dit qu'elle se sentirait mieux si elle pouvait le voir face à face. Après son bain, Kenichi lui donne un peignoir pour qu'elle s'y change et elle adore la chaleur qu'il dégage, alors elle demande à Kenichi s'il peut le lui vendre. Kenichi lui dit qu'il n'est pas à vendre, mais elle continue à le supplier et il finit par accepter de lui vendre quelques peignoirs. Primula n'en revient pas de la variété de produits que Kenichi a à sa disposition. Elle est persuadée qu'il deviendrait le plus grand marchand du royaume s'il essayait de le faire. Cependant, Kenichi n'est pas intéressé par un tel objectif, car cela lui causerait beaucoup d'ennuis s'il attirait l'attention des nobles de la région. Tout ce qu'il veut, c'est mener une vie tranquille et gagner suffisamment d'argent pour être à l'aise. Primula lui promet donc de faire tout ce qui est en son pouvoir pour l'aider à mener une vie tranquille. Un peu plus tard, ils vont se coucher,
Mais Kenichi ne veut pas que ce qui s'est passé avec Miley se répète, alors il décide d'acheter un deuxième lit pour Primula pour la nuit, afin d'éviter tout incident. Pendant ce temps, dans le camp des hors-la-loi, Shaga semble avoir reçu un travail de la part de quelqu'un de très important, ce qui pourrait lui valoir des ennuis à l'avenir. Le lendemain matin, Kenichi ramène Primula à la maison et décide de parler à Malo des peignoirs dont Primula a parlé. Malo est intrigué par le tissu étrange. Il pense donc qu'il se vendra très bien. Et puisqu'ils sont sur le sujet, Kenichi décide de mentionner la possibilité de vendre quelque chose d'un peu plus épicé. Primula semble certainement intéressé, mais Malo rejette immédiatement cette idée. C'est à ce moment-là que Margaret entre dans la pièce pour apporter à Malo les registres qu'il avait demandés. Et puisque Kenichi semble un peu curieux, Malo explique qu'il est en train de réécrire tous les anciens registres parce que l'Empire vient de mettre en place un nouveau système brillant pour suivre les ventes appelé la comptabilité en partie double. Kenichi est surpris, car le système en partie double était courant au Japon. Cela lui rappelle aussi quelque chose que Malo avait dit à propos de l'influence croissante de l'Empire grâce aux nouvelles inventions d'un certain homme. En fait, Malo était sur le point de tester une des dernières inventions de cet homme, et à la grande surprise de Kenichi, il s'agissait d'une pompe à piston. Kenichi avait déjà des soupçons à ce sujet, mais pour qu'une personne invente aussi facilement une pompe à eau avec piston, cela nécessiterait des connaissances préalables sur son fonctionnement, ce qui signifie qu'il pourrait y avoir quelqu'un d'autre dans ce monde qui a été envoyé ici du Japon, et Kenichi est légèrement inquiet car il a désormais de la concurrence. Au cours des jours suivants, Primula rendrait occasionnellement visite à Kenichi et passerait la nuit chez lui. Mais ce soir est spécial, car elle va partir en mission pour un approvisionnement demain et ne pourra pas le visiter pendant un certain temps. Elle demande à Kenichi s'il a encore cette nuisette épicée, car elle aimerait la lui acheter. Alors Kenichi lui demande si elle essaie de séduire un homme, et Primula répond en disant que c'est lui qu'elle cherche. Kenichi ne sait pas comment répondre à cela, mais il ne pense pas que ce soit approprié pour lui d'avoir ce genre de relation avec Primula, surtout qu'il est ami avec Malo. Et Malo n'accepterait jamais que Primula se mette à fréquenter un vieil homme comme lui. Cependant, Primula dit à Kenichi qu'elle a déjà obtenu l'accord de son père, donc cela ne posera pas de problème. Malgré tout, Kenichi a encore beaucoup trop de choses à faire en ce moment. Il ne peut donc pas gérer une relation pour le moment et demande à Primula si elle serait prête à mettre la discussion sur la relation de côté pendant un certain temps. Primula comprend, mais elle dit qu'elle aimerait partager le même lit que Kenichi au moins une fois avant de partir, même si c'est juste pour dormir à côté de lui. Le lendemain matin, Kenichi reçoit la visite inattendue d'un chevalier, et il s'avère que c'est le gars à qui il a vendu son épée la dernière fois. Il s'appelle Norse Ball et a été envoyé ici pour enquêter, car on a signalé la présence d'un vieil homme étrange dans les bois, mais comme il connaît déjà Kenichi, il peut affirmer qu'il ne se passe rien de sinistre ici. Mais avant de partir, il raconte à Kenichi une nouvelle intéressante qu'il a entendue récemment. Il y a un mage dans l'Empire qui a créé ce merveilleux condiment appelé mayonnaise, et il est en quelque sorte vaincu de la conduite avec ce condiment. Pour Kenichi, il ne fait aucun doute que cet homme mystérieux doit venir du Japon, et avec tout ce qu'il a accompli jusqu'à présent, Kenichi se sent vraiment surclassé ici. Cela dit, ce n'est pas comme s'il allait croiser ce type de sitôt, alors le mois suivant passe sans incident. Kenichi est assis à son étal un après-midi lorsqu'il réalise que la caravane d'approvisionnement de Primula devrait bientôt rentrer. Il prévoit donc d'aller lui rendre visite plus tard dans la journée. Cependant, à ce moment précis, un énorme tumulte éclate sur la place du marché. Intrigué, il se lève pour voir ce qui se passe. Apparemment, une caravane a été attaquée par des bandits et tous les passagers ont été enlevés, y compris Primula. Malo est vu en train de supplier les aventuriers dans la rue d'aider à sauver sa fille. Mais puisque le bandit responsable de l'enlèvement n'est autre que le tristement célèbre hors-la-loi Shaga, personne ne veut prendre le risque de l'affronter. Dans ces conditions, l'ordre des chevaliers mettra plusieurs jours avant de pouvoir organiser une mission de sauvetage.
Pendant ce temps, Primula est enfermée dans une cage par Shaga et ses hommes. Elle est encore indemne pour l'instant, mais uniquement parce que Shaga prévoit de la vendre à de nobles dépravés pour se faire plus d'argent. Quant à ses chances de s'échapper seule, elles sont pratiquement nulles. Malo sait que ce n'est qu'une question de temps avant que Primula ne subisse un sort terrible. Il est donc désespéré et se tourne vers Kenichi pour lui demander de l'aide. Kenichi n'a en aucun cas les compétences pour se battre, mais il tient énormément à Primula. Il finit donc par accepter de faire quelque chose pour la sauver. Cependant, il ne dispose pas des fonds nécessaires pour mener son plan à bien. Il explique donc à Malo qu'il va avoir besoin d'argent pour se préparer. Sans la moindre hésitation, Malo lui tend un sac rempli de pièces d'or. Il est prêt à donner chaque pièce qu'il possède, tant que Kenichi parvient à ramener Primula saine et sauve. Il lui indique que la base d'opération de Shaga se trouve dans les ruines, à 50 km à l'ouest de Dahlia. C'est une sacrée distance, alors Kenichi va devoir se trouver un moyen de transport. Il parcourt les véhicules disponibles dans sa boutique et finit par décider d'acheter un camion. Mais avant de procéder, il avertit tout le monde qu'il s'apprête à utiliser une magie d'invocation et leur conseille de reculer. Il se met alors à réciter une incantation absurde pour tromper l'assemblée et leur faire croire qu'il s'agit bien de magie d'invocation. Une fois son camion apparu, il grimpe dessus et demande si quelqu'un est prêt à l'accompagner au combat. Shaga a une énorme prime sur sa tête, donc s'ils parviennent à l'éliminer, tout le monde recevra une récompense conséquente. Cependant, aussi tentant que cela puisse paraître, personne ne répond à son appel. Shaga est une menace bien trop redoutable. Kenichi commence à s'inquiéter à l'idée de devoir affronter cette mission seul. Mais c'est alors que le lynx qu'il avait sauvé le mois dernier s'approche de lui. Même s'il ne parle pas le langage des félins, il comprend immédiatement que l'animal veut l'aider. En parlant de félins, Mile et les autres membres du peuple bête souhaitent eux aussi lui prêter main forte. Après tout, ils lui doivent encore une faveur pour toute l'aide qu'il leur a apportée. Kenichi est soulagé de voir qu'il n'est pas seul. Pour les préparer au combat, il achète un arc à poulie pour Mielet, ainsi qu'une hache et plusieurs épées pour les frères de Mile. C'est alors qu'il entend une autre voix déclarer vouloir se joindre à eux. Lorsqu'il baisse les yeux, il découvre Norspal. Savoir qu'un chevalier expérimenté les accompagnera le rassure grandement. Toutefois, il ne peut s'empêcher de se demander pourquoi Norspal se promenait en ville en armure complète. Le chevalier explique qu'il vient tout juste de recevoir son épée forgée avec l'acier que Kenichi lui avait donné. Il cherchait une occasion de la tester, et quoi de mieux que d'exterminer quelques bandits? Un dernier volontaire se manifeste, le propriétaire de la boutique de magie. Mais Kenichi tente de le dissuader, estimant que cette mission est bien trop dangereuse pour un vieil homme comme lui. Cependant, le vieil homme révèle qu'il était autrefois un mage, et bien qu'il soit âgé, ses sorts de feu restent aussi redoutables qu'à son apogée. Kenichi admet que l'homme pourrait être utile au combat et accepte qu'il les accompagne. Mais voilà qu'Anama exprime aussi son désir de venir. Kenichi tente de la dissuader, arguant qu'elle ne pourrait rien apporter lors d'un affrontement. Pourtant, même si elle ne sait pas se battre, elle affirme pouvoir offrir un soutien moral et préparer les repas pour le groupe. Elle promet également de s'enfuir au moindre signe de combat, évitant ainsi à Kenichi d'avoir à la protéger. Il finit par accepter qu'Anama les accompagne pour le soutien moral, mais lorsqu'un Malos déterminé insiste pour venir aussi, Kenichi refuse catégoriquement. Il lui demande de rester sur place et d'attendre le retour sain et sauf de Primula. Kenichi interroge une dernière fois la foule pour voir si d'autres volontaires souhaitent se joindre à eux. Cependant, la peur de combattre Shaga est trop grande, et les spectateurs reculent progressivement avant de disparaître. Il semblerait que ces S9-là devront affronter cette mission seuls. Avant de partir, Kenichi se rend à la guilde pour s'enregistrer en tant qu'aventurier et déposer officiellement une annonce indiquant qu'il part à la chasse à la prime de Shaga. Le groupe se met alors en route à bord du camion de Kenichi. Mais alors qu'il quitte la ville, toutes les personnes qui avaient trop peur de se battre commencent à se moquer de lui, persuadées qu'il va simplement s'enfuir avec l'argent que Malo lui a donné. Pendant ce temps,
Dans les ruines, la cellule de Primula est ouverte afin qu'une esclave capturée par Shaga lui apporte de la nourriture. Cependant, Primula remarque que la jeune fille est affamée et lui propose de prendre le pain à sa place. Reconnaissante de la gentillesse de Primula, la fille commence à manger immédiatement. Pendant qu'elle se nourrit, Primula lui pose quelques questions. Elle découvre ainsi que la jeune fille est elle aussi retenue captive et lui demande si elle souhaite s'évader avec elle. La fille aimerait énormément s'enfuir, mais elle doute que ce soit possible dans leur situation actuelle. Toutefois, Primula est convaincue qu'il ne s'agit que d'une question de temps avant que de l'aide n'arrive pour elle. Après s'être approchée de la base, Kenichi et les autres font une pause pour se reposer. Une fois leur repas terminé, Kenichi réunit tout le monde afin d'organiser une réunion stratégique. Il élabore un plan d'assaut simple qui semble convenir à tous. Ainsi, chacun prend position et Mail est envoyé en éclaireuse pour observer les lieux. Kenichi parvient à rester en contact avec Mail grâce à des radios qu'il a achetées. Cependant, pour simplifier les choses, lorsque Mail l'interroge sur cet appareil, il lui répond simplement qu'il s'agit d'un artefact magique permettant de communiquer à distance. Une fois Mail en position pour jouer les éclaireuses, Kenichi et les autres montent dans le camion, laissant Hanama derrière pour sa propre sécurité. Sachant qu'il n'y a aucune garantie de victoire, Kenichi demande à Hanama de contacter la guilde des aventuriers s'ils ne reviennent pas d'ici 24 heures. Tard dans la nuit, il demande à Mail une mise à jour sur la situation des bandits. D'après ses observations, il semble qu'ils soient en pleine fête. En fait, la plupart des bandits sont ivres en ce moment, ce qui en fait le moment idéal pour attaquer. Avant de passer à l'action, l'un des hommes bêtes attire l'attention de Kenichi et lui tend une noix. Intrigué, Kenichi lui demande ce que c'est. L'homme bête lui explique qu'il s'agit d'une pilule destinée à lui faire oublier qu'il va devoir tuer des gens. Apparemment, cette explication suffit à Kenichi, qui mord dans la pilule sans hésitation. En un instant, il est plongé dans le trip le plus intense de sa vie. Kenichi ne sait plus très bien ce qui se passe, mais il se souvient de sa mission. Il s'installe alors au volant et fonce à travers la forêt comme un dément. Dans le camp des bandits, C.S. dernier continue de festoyer sans se douter de rien. Soudain, alors que deux d'entre eux remarquent l'approche du camion, ils sont abattus d'une balle dans la tête par Mail. Ensuite, ils doivent franchir la porte du château. L'ancien grimpe alors sur le toit du camion et lance un sort d'explosion, créant un énorme trou dans la structure. À ce stade, tout le camp des bandits est en alerte maximale. Mais il est déjà trop tard, car Kenichi et les autres sont à l'intérieur. Comme les bandits étaient en train de boire avant l'attaque, ils sont ivres et n'ont pas d'armure. Meili et ses frères en profitent pour éliminer rapidement les premiers qui s'approchent. Norspal descend alors du camion, ravi à l'idée d'enduire sa nouvelle épée du sang de ses ennemis. Kenichi est tellement impressionné par la force de Norspal qu'il baisse sa garde, offrant une opportunité à un bandit qui tente de le poignarder dans le dos. Heureusement, le lynx intervient à temps pour le sauver. D'autres bandits sortent des ruines, alors Kenichi décide de passer aux choses sérieuses et invoque sa pelleteuse pour les écraser. Les hommes bêtes continuent de faire de leur mieux pour éliminer le plus grand nombre possible d'ennemis, tandis que Norspal se pavane, démontrant sa supériorité sur les bandits. Alors que Kenichi tourmente les bandits avec sa pelleteuse, il déchire accidentellement un mur et découvre une multitude de prisonniers enfermés à l'intérieur. Il vérifie rapidement si Primula se trouve parmi eux, mais à son grand effroi, il réalise que Shaga avait anticipé leur mission de sauvetage. Le chef des bandits tient Primula en otage au sommet de la tour. Primula est soulagé de voir que Kenichi est réellement venu la sauver, mais Shaga, lui, est terrifié. Tous ces hommes ont été anéantis et il n'aurait jamais imaginé que ses ennemis seraient aussi puissants. Cependant, même face à cette situation désespérée, Shaga pense toujours avoir l'avantage. Il ordonne à Kenichi et aux autres de déposer leurs armes immédiatement, sinon il poignardera Primula sur le champ. Tout le monde se fige, ne voulant pas risquer la vie de la jeune fille. Mais Kenichi, lui,
n'a aucune intention de laisser Shaga s'en sortir aussi facilement. Alors que Shaga est distrait, Kenichi achète rapidement un pointeur laser et signale à Mail de tirer sur Shaga au moment opportun. Mail comprend le plan et Kenichi utilise le pointeur laser pour aveugler Shaga à l'œil. Dès que Shaga grimace sous la douleur, il lâche Primula et Mail prend le tir parfait, le touchant à l'épaule. Kenichi monte alors les escaliers pour sauver Primula, mais juste au moment où Shaga retrouve la vue et se prépare à frapper. La fille esclave utilise sa magie pour le faire tomber dans les escaliers. Avec Shaga étendu sur le sol, Mail réussit un tir précis à la tête, mettant fin à la menace une bonne fois pour toutes. Après la victoire et avec Primula en sécurité, le groupe envoie Mayanji à Dahlia pour annoncer la bonne nouvelle à Unama. Pendant ce temps, Kenichi range ses véhicules et achète des vêtements pour les prisonniers libérés. Tandis que tout le monde se nettoie, Kenichi remarque la petite fille et demande à Primula de l'aider à se laver. Primula regarde les ciseaux que Kenichi lui donne pour couper les cheveux de la fille et lui demande immédiatement si elle peut en acheter davantage, car cela ferait un article très populaire. Les autres femmes lui rappellent rapidement qu'elle est nue, ce qui la fait rougir et reculer, gênée. Une fois tout le monde nettoyé et habillé, Kenichi se présente à la petite fille, qui s'appelle Animon. Elle révèle qu'elle a une lettre importante à lui remettre. Une lettre dénonçant le noble qui finançait les enlèvements de Shaga. Northball promet que ce noble sera tenu responsable de ses actes. Ainsi, l'incident prend fin et le groupe peut retourner en toute sécurité à Dahlia. Après une longue journée, tout le monde s'endort, épuisé par le voyage. C'est la fin de l'épisode 4, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite. Le lendemain, il ramène le groupe en ville dans sa voiture et, voyant sa fille sortir du véhicule, Malo est ému et se précipite pour embrasser Primula. En homme d'affaires avisé, il fait des commentaires sur la qualité du chemisier de la jeune fille, ce qui les amène tous deux à convenir avec enthousiasme qu'il pourrait bien se vendre dans son magasin. Kenichi trouve étrange que leur retrouvaille sincère se transforme en réunion d'affaires jusqu'à ce que Malo le remercie personnellement pour ce qu'il a fait. Pendant ce temps, l'homme d'affaires demande à Kenichi s'il a placé le butin de la mission dans la boîte à objets et Kenichi confirme, embarrassé, que oui, après tout, sa boîte contient une quantité absurde de ferraille. La veille, pendant que les gens mangeaient, Kenichi a appris que les têtes des ennemis tués devaient être placées séparément dans la boîte à objets comme preuve de leur défaite, en identifiant les individus recherchés. Les bêtes précisent qu'il s'agit d'une pratique courante chez les aventuriers, Kenichi doit donc s'y habituer, d'autant plus que les têtes commencent à puer au bout d'un certain temps et qu'il faut s'y préparer. En entendant cela, Kenichi se rend compte que ce monde n'est pas une plaisanterie et, en parlant de plaisanterie, sa vie de loisirs et de paix semble se dégrader avec cette nouvelle peu charmante. Il finit par rassembler toutes les armes et armures prises aux bandits et il y avait environ 100 pièces d'or dans la cachette, plus des tapis, des boissons, des bijoux et tout ce à quoi on peut penser. Le tout fut placé dans la boîte à objets. Après avoir collecté les objets, le protagoniste propose aux prisonniers libérés de les ramener dans leur pays d'origine, mais aucun d'entre eux ne le souhaite, car leurs familles ont été tuées et ils n'auraient nulle part où aller. Kenichi leur propose donc de l'accompagner à Dahlia, une ville très peuplée, où ils pourraient chercher du travail et tenter de prendre un nouveau départ. Primula ajoute que la Malo Company pourrait les aider et cette offre séduit les femmes. Kenichi demande où se trouve le village d'Anamon et elle répond qu'elle est née en Europe. Malheureusement, Primula lui dit que c'est assez loin, à environ 800 km. Kenichi propose néanmoins d'emmener la fillette, mais elle refuse en secouant la tête. Anama soutient que l'enfant a dû être vendu pour réduire le nombre de bouches à nourrir, et Kenichi l'invite à se rendre à Dahlia avec tout le monde. L'homme commence alors à transporter tout le monde vers leurs lieux respectifs, chacun là où il veut être laissé. Au cours d'une conversation entre les femmes, un soir de repas au camp, Anama dit que la meilleure qualité d'un homme est son honnêteté. Primula demande si Kenichi serait un bon choix, mais l'aîné répond que non, car les hommes comme lui ne s'intéressent pas aux femmes.
S'il trouve quelque chose qu'il veut vraiment faire, il laissera certainement une femme derrière lui pour le faire. Après avoir collecté les objets, le protagoniste propose aux prisonniers libérés de les ramener dans leur pays d'origine, mais aucun d'entre eux ne le souhaite, car leurs familles ont été tuées et ils n'auraient nulle part où aller. Kenichi leur propose donc de l'accompagner à Dahlia, une ville très peuplée, où ils pourraient chercher du travail et tenter de prendre un nouveau départ. Primula ajoute que la Mallow Company pourrait les aider et cette offre séduit les femmes. Kenichi demande où se trouve le village d'Anamon et elle répond qu'elle est née en Europe. Malheureusement, Primula lui dit que c'est assez loin, à environ 800 km. Kenichi propose néanmoins d'emmener la fillette, mais elle refuse en secouant la tête. Anama soutient que l'enfant a dû être vendu pour réduire le nombre de bouches à nourrir, et Kenichi l'invite à se rendre à Dahlia avec tout le monde. L'homme commence alors à transporter tout le monde vers leurs lieux respectifs, chacun là où il veut être laissé. Au cours d'une conversation entre les femmes, un soir de repas au camp, Anama dit que la meilleure qualité d'un homme est son honnêteté. Primula demande si Kenichi serait un bon choix, mais l'aîné répond que non, car les hommes comme lui ne s'intéressent pas aux femmes. S'il trouve quelque chose qu'il veut vraiment faire, il laissera certainement une femme derrière lui pour le faire. Kenichi entend cette partie de la conversation d'un air sévère, mais reste silencieux. Enfin, le lendemain, le voyage se poursuit et les anciens prisonniers retrouvent leur famille, pour ceux qui ont encore quelqu'un. En arrivant à Dahlia, la réceptionniste de la guilde panique en voyant la tête de Shaga exposée devant elle par le peuple de la bête. Un autre employé s'approche et demande combien de têtes les aventuriers ont, et Kenichi répond qu'il y en a 52, choquant tout le monde. Plus tard, alors que les membres de la guilde commencent à examiner les têtes, Kenichi s'écarte pour reprendre son souffle, mais le mage s'approche et remarque que la magie du jeune homme est exceptionnelle, tout comme sa boîte d'objets qui lui compliquera certainement la vie si les nobles découvrent ce qu'il sait faire. À ce propos, Kenichi se rappelle que tant que tout le monde se tait, tout ira bien, et que si les choses tournent mal, il partira tout de suite. À ce moment, Norspal arrive et annonce qu'il est sur le point de voir le seigneur local, le comte Asclepius. Kenichi lui demande s'il va rapporter que des nobles ont été impliqués avec Shaga et le chevalier confirme. L'inspection des têtes dure jusqu'au crépuscule et le paiement total s'élève à 861 pièces d'or. Au milieu de tout cela, le musicien commence à chanter à propos d'un groupe d'hommes-chats dirigé par le lynx, tandis que le propriétaire de la taverne rappelle à Kenichi la promesse qu'il avait faite qu'il serait amant lorsqu'il réussirait dans les affaires. Kenichi est impressionné par l'intuition de la femme qui s'emballe, car il n'a jamais dit qu'il avait gagné beaucoup d'argent. Alors il soutient qu'il n'a jamais fait une telle promesse. En larmes, la femme crie qu'elle n'était qu'une aventure pour cet homme, tandis que les clients lui rappellent qu'elle est là pour travailler, l'un d'entre eux ayant une tasse vide. Pendant ce temps, Kenichi ne prend pas le drame au sérieux et plaisante sur le fait qu'il est bien un adulte bon à rien. Alors qu'il monte les escaliers pour utiliser sa chambre, le protagoniste se dit que ce n'est qu'une question de temps avant que les nobles n'apprennent son existence. Au milieu de la nuit, alors que Kenichi dort, une jeune fille passe sans encombre devant le lynx et se fraye un chemin dans le couloir jusqu'à la chambre de l'homme. Lorsque Kenichi aperçoit le visage d'Azalea sous sa couverture, il se plaint d'être trop fatigué pour CS-jeux, mais la femme ne cherche pas d'excuses. Comme cela fait un moment qu'ils ne se sont pas vus, elle a pensé qu'ils pourraient s'amuser un peu. Tout en parlant, Azalée se déshabille sans vergogne jusqu'à ce que le couple se rende compte que quelqu'un a fait irruption dans la pièce, les observant en même temps que le lynx. Finalement, c'est la petite fille et le félin qui finissent par coucher avec Kenichi. Le lendemain, Kenichi pense qu'Anama pourrait s'inquiéter pour l'enfant. Il se rend donc au marché pour la chercher, mais la femme n'est pas là. Les hommes-chats ont la gueule de bois et n'ont aucune idée de l'endroit où se trouve le marchand. Kenichi décide donc de s'occuper de quelques tâches, comme la vente d'équipements pris à des bandits, qui lui rapportent 32 pièces d'or. Il vend ensuite des objets de Chomet à la Mallow Company pour 35 pièces, et plus tard, après avoir vendu des meubles et des arcs à la Old Man's Tool Shop, il gagne encore 22 pièces d'or. Au total,
cela lui rapporte 17 800 000 yens. Répartis entre les 7 membres de l'équipe d'expédition, chacun recevra 12 pièces. Kenichi décide d'en donner une partie à Hanama et aux femmes qui ont choisi de rester à Dahlia. Après avoir dîné avec les hommes-bêtes, Kenichi ramène Hanamon chez lui, à côté du lynx, où Hanama est très inquiète. Plus tard, alors qu'elle prend le thé, la petite fille avoue qu'elle veut rester avec Kenichi. Malheureusement, Hanama suggère qu'elle pourrait apprendre à la petite fille à gérer un commerce, afin qu'elle ne se sente pas seule puisqu'ils vivraient ensemble. Mais la petite fille insiste sur le fait qu'elle veut vivre avec l'homme. En fin d'après-midi, Hanama part en calèche en direction de la ville et Kenichi a de sérieux doutes quant à l'issue de cette histoire. Sur le chemin du retour, il demande à Hanamoen pourquoi elle veut vivre avec lui et elle répond que c'est parce qu'il la nourrit jusqu'à ce qu'elle soit rassasiée. Kenichi accepte donc de servir le dîner et de régaler la jeune fille d'un délicieux repas, ce qui le rend heureux de voir qu'elle aime sa cuisine. Plus tard, Kenichi s'apprête à prendre un bain et la petite fille insiste pour qu'ils se baignent ensemble. Au moment de dormir, l'enfant veut dormir à côté de lui. Honnêtement, Kenichi trouve curieux de se retrouver soudainement avec une fille adoptive, mais les choses sont allées trop vite et il se laisse porter par le courant. Cependant, tout n'est pas rose. Le jour où le père et la fille se sont endormis, un groupe de personnes cagoulées s'approche de la cour de la maison. Dans la scène suivante, Kenichi fait un bref cauchemar au sujet de ses journées épuisantes au bureau et de sa vie passée, et se réveille haletant dans son lit. 15 jours plus tard, la nuit Morse Bolt reçoit le titre de baron pour avoir vaincu Shaga, s'est emparé d'un petit territoire et commence à recruter des gens pour y vivre, et est également à la recherche d'une femme. Pendant ce temps, certains habitants se voient retirer leur titre de noblesse pour avoir engagé Shaga pour kidnapper Primula. Ironiquement, en se promenant dans la ville, Anemone voit un drusina utilisé par un habitant et Kenichi se souvient que les Malos se sont moqués de lui lorsqu'il a présenté le projet, mais que les plus malins ont fini par utiliser l'idée. Ils se sont même excusés de s'être moqués de l'étranger et lui ont versé 5 pièces d'or pour son idée, car, selon Malo, l'une des devises de l'entreprise est de toujours montrer de la gratitude pour une idée. Après la réunion, alors qu'il quitte l'entreprise, les silhouettes encapuchonnées continuent de suivre Kenichi et Anemone. Une fois l'examen terminé, le groupe récupère la récompense et la divise à nouveau en parts égales. Kenichi rend l'argent qu'il a emprunté à Malo pour préparer la mission et en distribue une partie aux femmes qu'il a sauvées. Quant à Hanama, elle accepte au moins une pièce d'or et offre même un fruit à Anemone. Où qu'il aille, Kenichi a l'impression d'être suivi, et cela devient encore plus évident lorsqu'il remarque un homme encapuchonné juste derrière lui. Il s'en rend compte et attrape Anemone par le bras pour s'enfuir, mais les silhouettes encapuchonnées parviennent à les coincer. N'ayant aucun endroit sûr où aller, Kenichi s'engage dans une ruelle et jette des caisses en bois sur le chemin pour essayer de gagner du temps. Cependant, à un certain moment du voyage, un chariot bloque la sortie de la ruelle, ne lui laissant aucune échappatoire. Et il se rend. Les silhouettes encapuchonnées ouvrent la porte du carrosse et l'informent que leur employeur souhaite s'entretenir avec le marchand. Mais avant d'entrer dans le véhicule, Kenichi invoque des dynamiques de son inventaire et les lance dans tous les sens, y compris dans le carrosse. Au milieu du chaos, il parvient à s'éloigner et à pointer son arbalète sur ses poursuivants qui s'enfuient en panique. À ce moment-là, Mao arrive en calèche et demande ce qui s'est passé. Elle entre avec sa fille adoptive et lui explique que toute cette situation doit être l'œuvre d'un noble, et Mao pense qu'il s'agit de la faction anti-monarchiste, suggérant ainsi à Kenichi de rendre visite au seigneur de cette ville, le seigneur Asclépios. Le soir, alors que le marchand étranger rentre chez lui, Mao parle à sa fille de la dette qu'ils ont envers Kenichi, car ils ont été honorés par le seigneur de la ville pour avoir inventé la drusina, ce qui leur a même valu un nom de famille honorifique. Par exemple, Primula s'appelle désormais Primula ni Drusina. Le lendemain, seule dans sa chambre, la femme se souvient qu'au début,
Elle ne voyait en Kenichi qu'un homme fade d'âge moyen, mais qu'elle a vite reconnu son grand talent et sa personnalité. C'est pourquoi Primula a tout fait pour attirer l'attention de cet homme, mais rien n'y a fait. Cependant, comme il était allé la sauver des bandits, la femme était sûre que cet homme ressentait quelque chose pour elle. Primula a donc décidé de s'investir encore plus dans Kenichi car elle est certaine qu'il l'attend. Excitée, elle court vers la maison de l'homme pour lui dire tout ce qu'elle ressent, mais en arrivant, elle pleure en voyant que sa maison a disparu. Elle se souvient de ce qu'a dit Hanama sur le fait que Kenichi est quelqu'un qui ne s'installe pas à cause d'une femme. Pendant ce temps, Kenichi rencontre Fuyu sur une moto et tous deux discutent. Fuyu lui demande où il va. Kenichi se souvient de tout ce qu'il a fait pour arriver en moto avec Anemone et le lynx. Il avait entreposé sa maison et tout ce qu'il pouvait autour, puis il est finalement parti pour de bon. En se souvenant de cela, il dit à Fuyu qu'il s'embarque pour un voyage sans destination fixe avec sa famille, à la recherche de la vie paisible dont il a longtemps rêvé. Kenichi et Anemone voyagent depuis longtemps à Seustad. Ils se trouvent donc à environ 100 km de Dahlia, mais seulement à 6 km de la prochaine ville, Estrantia. En attendant, ils campent avec Anemone et préparent toutes sortes de repas délicieux, ceux qui se rapprochent assez du mode de vie paisible qu'il a toujours souhaité. Cependant, puisqu'il est avec Anemone, il veut trouver un endroit où s'installer rapidement, pour son bien. Pour l'aider à localiser la prochaine ville, Kenichi achète un drone et le fait voler dans les airs afin d'explorer la région. Il découvre que cette rivière mène à un lac et qu'Estrantia doit se trouver de l'autre côté. Il prend donc Anemone et le Bobcat et commence à descendre le courant. Ils finissent par arriver à un endroit offrant une très belle vue sur le lac. Kenichi laisse alors Anemone et le Bobcat jouer un peu dans l'eau et, trouvant l'endroit magnifique, il décide d'y installer sa nouvelle maison. Après avoir dégagé une bonne partie de la végétation, Kenichi sort sa maison de sa boîte à objets. Pendant qu'il installe ses affaires, il réalise qu'il n'a jamais donné de nom au Bobcat. Il passe alors quelques minutes à y réfléchir et finit par choisir le nom Vel ***. Ce soir-là, il commence à donner des leçons de lecture et d'écriture à Anemone. Elle est plutôt intelligente et comprend assez rapidement, mais lorsqu'il s'agit de mathématiques, elle a un peu plus de mal. Alors qu'Anemone se creuse la tête pour résoudre ses exercices de maths, Kenichi jette un coup d'œil à sa boutique en ligne pour voir s'il existe un moyen d'obtenir du diesel à bas prix. Jusqu'à présent, il utilisait du kérosène et des additifs pour fabriquer son propre diesel. Cependant, il se souvient avoir vu une émission expliquant qu'il était possible de produire du biodiesel à partir d'huile de cuisson. Ne comprenant pas bien le processus, il décide d'acheter quelques livres sur le sujet. Pendant qu'il lit, Anemone termine ses devoirs et demande à Kenichi si elle peut lire avec lui. Kenichi lui dit qu'elle ne pourra pas le comprendre, car le livre est écrit dans la langue de son pays natal. Mais Anemone insiste en disant qu'elle veut apprendre cette langue aussi. Puisqu'elle est si motivée à l'apprendre, Kenichi lui achète un livre pour enfants et elle se met immédiatement à l'étudier avec enthousiasme. Ensuite, Kenichi commence à installer un camouflage autour de sa maison pour qu'elle soit moins visible. Alors qu'il s'affaire à cette tâche, il entend un bruissement dans les buissons. Instantanément sur ses gardes, il sait que ce bruit pourrait indiquer la présence d'un monstre. Il charge alors son arbalète, prêt à attaquer toute menace qui s'approcherait. Mais à sa grande surprise, la source du bruit n'est autre que Mail. Elle était anéantie lorsque Kenichi avait disparu sans lui dire un mot. Elle a donc travaillé dur pour suivre son odeur et l'a suivi jusqu'ici. Et maintenant qu'elle est là, elle n'a nulle part ailleurs où aller, alors elle annonce qu'elle va vivre avec Kenichi à partir de maintenant. Kenichi n'y voit pas d'inconvénient, et Analine semble très bien s'entendre avec Mail, donc il est convenu que Mail vivra avec eux. Pendant le dîner, Kenichi lui demande s'il s'est passé quelque chose d'intéressant depuis son départ de Dahlia. Mail ne pense pas que grand-chose ait changé, mais elle se rappelle avoir entendu que Norspal a demandé Primula en mariage et qu'ils vont bientôt se marier. Kenichi est heureux que Primula ait réussi à tourner la page et se soit fiancée à un homme bien comme Norspal,
mais il ne pourra pas assister au mariage, étant donné la distance qui les sépare maintenant. Plus tard dans la nuit, il prend son bain avec Anamon, comme d'habitude, tandis que Mail se lave à côté d'eux. Une fois tout le monde séché, ils retournent à l'intérieur. Anamon montre à Mail le livre japonais que Kenichi lui a donné, et elle l'adore, car même si elle ne peut pas lire les mots, les illustrations rendent l'histoire facile à comprendre. En l'entendant dire cela, Kenichi a une idée. Puisque les livres sont très précieux dans ce monde, il pourrait probablement réaliser un bon profit en vendant des livres illustrés ici. Bien que les histoires japonaises ne soient peut-être pas adaptées aux habitants de ce monde, Kenichi demande à Anamon et Mail si elles connaissent des légendes locales. Elles sont toutes les deux ravies de cette question, car elles connaissent de nombreuses légendes anciennes, mais l'une d'entre elles attire particulièrement l'attention de Kenichi. Il leur demande alors de lui en dire plus sur la légende de l'elfe de la forêt. Kenichi trouve l'histoire vraiment bonne. Alors ils se mettent immédiatement au travail pour en dessiner les illustrations. Une fois son dessin terminé, il achète une presse à encre et l'utilise pour créer plusieurs copies du livre. Il offre ensuite les 2 premiers exemplaires à Mail et Anamon, et les filles adorent leurs livres. Cependant, alors qu'elles regardent les images, Kenichi aperçoit un bateau approcher, ce qui pourrait être un problème. Il demande alors aux filles de rentrer à l'intérieur pour le moment. Lorsque le bateau atteint la rive, Kenichi pointe son arbalète sur les hommes à bord et exige de savoir pourquoi ils sont là. L'un des hommes lui dit de se calmer, expliquant qu'ils ne sont pas là pour causer des ennuis. Il vient du village de Santanka et après avoir remarqué qu'une nouvelle personne s'était installée de l'autre côté du lac, ils ont décidé de venir voir de plus près pour s'assurer qu'il ne s'agissait pas de bandits. Cette explication rassure un peu Kenichi, qui abaisse son arbalète et explique qu'il est un marchand qui vient tout juste d'emménager ici. À ce moment-là, Vel s'approche de Kenichi et l'homme-bête est stupéfait. En effet, les lynx ne s'attachent normalement jamais aux gens, donc le fait que Kenichi en ait apprivoisé prouve forcément qu'il est quelqu'un de bien. Crutan décide de faire confiance à l'homme-bête et se présente à Kenichi, qui en fait de même. Pour prouver qu'il ne fait rien de suspect, Kenichi propose à Crutan et Nayan de leur faire visiter sa maison. Tout semble parfaitement normal, alors Crutan s'excuse pour l'intrusion et se prépare à partir. Mais avant de partir, il remarque les livres que Kenichi a fabriqués sur la table et lui demande s'il peut en acheter un pour sa fille. Kenichi accepte volontiers. Une fois Crutan et Nyan partis, Kenichi et les filles déjeunent ensemble. Ensuite, Anamon passe un moment à lire à l'intérieur pendant que Kenichi se rend en forêt pour chercher des herbes médicinales dans les buissons. Mais Mailel rejoint et, puisque Anamon est occupée, elle espérait passer un peu de temps seule avec Kenichi. Ce dernier ne peut pas se résoudre à refuser. Alors les choses dégénèrent à nouveau. Un peu plus tard, Kenichi se remet au travail sur son dernier projet, et on pourrait presque l'appeler Walter Astérisque, car il est en train de préparer quelque chose de gros. Malheureusement, la combinaison de protection qu'il portait l'a fait énormément transpirer, alors il doit faire une pause et plonger dans la rivière pour se rafraîchir. Une fois de retour au travail, on découvre que Kenichi est en train de synthétiser du biodiesel à partir d'huile de cuisson. Même si le processus est très dangereux, s'il réussit, il pourra produire son propre diesel sans dépenser une fortune. Vient maintenant l'étape la plus risquée, tester le carburant. Il pompe un peu de carburant dans le générateur, et heureusement, il n'explose pas. L'expérience de Kenichi est donc un succès. La prochaine étape est de visiter la ville d'Estrantia, alors Kenichi se met en route avec Mail et Anamon à ses côtés. Dès leur arrivée en ville, leur premier arrêt est la guilde des aventuriers, car Kenichi doit s'y inscrire. Ils entrent et se dirigent vers le comptoir de l'accueil, mais en saluant la réceptionniste, 2 grandes choses attirent immédiatement l'attention de Kenichi, au point qu'il ne peut détourner les yeux. Après être sorti de sa transe, il informe la réceptionniste qu'il souhaite s'inscrire à la guilde des aventuriers ainsi qu'à la guilde des marchands de la ville. Mail en profite également pour s'enregistrer en tant qu'aventurière.
La réceptionniste prend leur carte d'identité et part dans l'arrière-boutique pour traiter leurs inscriptions. Mais lorsqu'elle revient, elle semble troublée, car en consultant le dossier de Kenichi, elle réalise qu'il est celui qui a vaincu Sha. Kenichi lui dit d'arrêter de crier parce qu'il essaie de rester discret. La réceptionniste comprend vite et lui dit que son inscription est terminée et qu'il peut continuer sa journée comme d'habitude. Après avoir quitté la guilde, ils s'installent tous sur la place de la ville pour prendre un repas. Mais comme les épices dans ce pays sont toujours contrôlées par le syndicat des épices, toute la nourriture ici est de la bouillie de prison insipide. Anemone et Mail n'apprécient visiblement pas leur repas, alors Kenichi leur donne un peu de son mélange d'épices pour ajouter un peu de saveur. C'est alors que Kenichi aperçoit 2 voyous aux cheveux de Jojo qui rôdent dans les parages, et il semble bien qu'ils soient en train de préparer un mauvais coup. Mais si Kenichi n'est pas concerné, il se mêlera de ses affaires. Au même moment, il remarque que Croutan et une petite fille entrent dans une ruelle. Il se passe manifestement quelque chose, mais là encore, ce n'est pas le problème de Kenichi. Il poursuit sa visite et tombe sur une vieille boutique de magie qui a l'air intéressante. Alors, il y entre. Kenichi trouve une vieille dame qui tient la boutique et en regardant autour de lui, il remarque un appareil magique sur l'étalage. Alors, il lui demande ce qu'il fait. Elle verse de l'eau dans un compartiment et beaucoup de vin dans l'autre. Le résultat est que toute l'eau est séparée du vin. La première chose qui vient à l'esprit de Kenichi après avoir vu cela, c'est qu'il peut l'utiliser pour produire son diesel sans avoir à perdre des années de vie à cause de l'inhalation de produits chimiques. Il dit à Granny qu'il veut acheter l'appareil magique, et elle est choquée parce que personne ne propose jamais d'acheter quoi que ce soit ici. Mais Kenichi est un client qui paie, alors comment pourrait-elle refuser? On dirait qu'Anemone a aussi trouvé quelque chose qui lui plaît, car elle montre à Kenichi un livre qu'elle a acheté. Granny explique qu'il s'agit d'un grimoire, et dès que Kenichi l'entend, il dit qu'il veut aussi acheter le livre. Il ne peut pas garantir qu'il sera capable de l'utiliser, car il faut un certain niveau de pouvoir magique pour utiliser la magie. Après avoir acheté le livre, il veut immédiatement commencer à le lire avec Anemone, mais Mamie les en empêche parce que les grimoires doivent être enregistrés avant qu'un client ne soit autorisé à les prendre, et Kenichi devra donc revenir le chercher dans une semaine. Kenichi ne voit pas d'inconvénient à attendre, alors il part avec les autres pour continuer à chercher en ville. Cependant, ils finissent par tomber sur Mianeas à l'extérieur. Ce dernier est surpris de les voir, mais il est très pressé et n'a pas le temps de discuter. Kenichi a un mauvais pressentiment. Il sent qu'il va se retrouver mêlé à quelque chose de problématique, alors il souhaite que tout le monde rentre à la maison. Mais avant qu'il n'ait pu partir, le groupe aperçoit Croutan en train de se faire attaquer dans une ruelle, avec sa fille. Kenichi ne peut pas ignorer cela cette fois, il est obligé d'aider. Mais d'abord, il achète un masque de docteur de la peste pour cacher son identité aux voyous. Les voyous nourrissent une grande rancune contre Croutan et étaient prêts à le tuer, lui et sa fille. Mais avant qu'il n'ait pu agir, Kenichi apparaît derrière eux et commence à lancer des feux d'artifice. Il déclare que ces feux d'artifice font partie de ses nombreux sorts magiques, et comme les voyous n'ont jamais rien vu de tel, ils prennent la fuite, effrayés. Une fois qu'il est sûr que Croutan va bien, celui-ci s'assoit près de la fontaine et raconte à Kenichi toute l'histoire. Lorsqu'il travaillait comme fonctionnaire, Croutan a travaillé dur et a arrêté plusieurs membres du syndicat des épices, et depuis ce moment, il le traque. La fille de Croutan demande si Kenichi et les autres sont ses amis. Croutan explique qu'il a rencontré Kenichi il y a quelques jours et que c'est lui qui a créé le livre qu'il lui a acheté. Mary s'excite en apprenant que son livre préféré a été créé par Kenichi et commence à le remercier vivement. Mais Anemone devient un peu jalouse, alors elle mentionne qu'elle a aussi participé à la création du livre. Mary la remercie également et lui demande si elles peuvent faire un livre ensemble un jour, ce à quoi Anemone répond avec enthousiasme qu'elle le ferait avec plaisir. Kenichi est heureux de voir qu'Anemone a enfin trouvé une amie de son âge, et quelques jours plus tard, Croutan et sa femme amènent Mary rendre visite à Kenichi et Anemone. C'était la première fois qu'ils recevaient des invités.
Alors Kenichi a préparé un repas pour que tout le monde puisse en profiter. Et à partir de ce moment-là, cela est devenu une habitude pour eux de passer du temps ensemble, pendant que Mary et Anemone jouaient ensemble. Cependant, un jour, Mary ne s'est pas présentée comme d'habitude. À la place, un Kruten désespéré est venu supplier Kenichi de l'aider. Il dit à Kenichi que Mary est tombée malade d'une maladie de ce pays et que la plupart des enfants qui l'ont contractée ne survivent pas plus d'une nuit. Il doit donc faire quelque chose pour l'aider rapidement. Il est prêt à payer chaque pièce qu'il possède si cela signifie que Mary survivra. Mais il ne peut pas se permettre d'engager un mage pour lancer un sort de guérison sur elle. Ainsi, Kenichi est son dernier espoir. Kenichi ne va pas rester là à regarder l'ami d'Anemone souffrir. Alors, il tend une boîte de médicaments contre la douleur acrutène et lui dit de les donner à Mary pour faire baisser sa fièvre. Et il espère qu'il parlera aussi de la posologie. Bien que les médicaments aident à réduire la fièvre de Mary, ils ne la guériront pas. Alors Kenichi se précipite pour appeler la grand-mère magicienne à l'aide. Plus tard dans la soirée, ils se retrouvent tous chez Kruten pour voir Mary, et la grand-mère peut immédiatement identifier que Mary est malade d'une maladie appelée la fièvre de chicorée. Elle est traitable, mais cela nécessite des graines d'une fleur spéciale qui ne pousse que dans la forêt. Quelqu'un doit aller chercher CS graines avant le matin. Alors Kenichi, Kruten et Nyaneas se rendent dans la forêt pour les récupérer. Mais en partant, on découvre que les voyous du syndicat des épices observaient toute la scène, et ils vont certainement essayer quelque chose maintenant que Kenichi et Kruten sont partis.